des efforts déployés pour booster l'économie, pour soutenir l'économie égyptienne. Donc c'est au niveau local, justement au niveau de la diplomatie, c'est aussi beaucoup d'efforts qui ont été déployés au cours des dernières années, certainement. La place qu'occupe l'Égypte sur la scène, surtout régionale, était toujours connue, certainement, mais aussi la diplomatie égyptienne a joué au cours des dernières années beaucoup sur la scène internationale et régionale. On voit les déplacements du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi à l'extérieur, des déplacements qui ont été multipliés au cours des dernières années. Sur la scène régionale, c'est pareil, mais aussi sur la scène africaine. Pour vous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir, c'est un grand plaisir, un grand honneur. Et justement, pour parler de la diplomatie, certainement, c'est une diplomatie qui a une longue histoire, certainement, et qui a toujours joué son rôle sur la scène régionale, africaine, mais aussi internationale. Aujourd'hui, on a vu qu'au cours des dernières années, que beaucoup d'efforts ont été déployés, encore une fois, pour donner un peu plus de poids à la diplomatie égyptienne. Est-ce que c'est correct pour commencer? Parfaitement. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, de parler d'un sujet auquel je tiens beaucoup. C'est ma vie, c'est ma carrière, c'est mon intérêt. Nous avons d'ailleurs 120 années d'histoire diplomatique égyptienne. L'école diplomatique égyptienne fait partie des 4 ou 5 grandes écoles de diplomatie dans le monde entier et peut-être la première sur le plan des non-alignés des pays en voie de développement. Oui, la diplomatie n'est pas quelque chose d'inerte, de stable tout le temps. La diplomatie, pour être effective, pour avoir un impact, que ce soit sur la région, que ce soit sur le plan international, qui à la fin sert la politique intérieure aussi. Elle a besoin d'être dynamique, mais elle a aussi besoin d'avoir des principes fondamentaux sur lesquels elle tient et elle arrive à adapter aux circonstances. Si nous prenons aujourd'hui les différents facteurs qui font de ce monde aujourd'hui un monde en plein, disons, tournoi, en plein bouleversement, je dirais même, et quel impact cela, quelle influence cela a sur la région et sur l'Égypte, nous trouvons ce qui suit. D'abord, nous ne sommes pas encore sortis de la crise qui a été causée par la pandémie du Covid-19. Nous en souffrons toujours, tous, partout dans le monde, parce qu'il y avait eu un ralenti de l'économie mondiale. Il y a eu un impact tout à fait négatif sur le mouvement des individus, sur le tourisme, sur le commerce, sur la chaîne d'approvisionnement et partout. Juste le temps, quand on a pensé que, bon, c'est en train de s'effacer petit à petit, qu'il y a des remèdes, qu'il y a des vaccins, nous avons la guerre russo-ukrainienne. Avec cela, avec tout l'impact qu'elle a sur l'énergie, au début, tout le monde pensait que c'est une campagne militaire qui va passer très vite. Mais c'est absolument pas vrai.
Et aujourd'hui, nous sommes sur une crevasse presque de danger nucléaire, d'élargissement des opérations militaires, de doute à combien de temps va encore durer cette tension, cette crise, ces opérations et ce qui va en résulter. Sur le plan économique, déjà avec l'approche d'octobre, novembre, de l'hiver, il y a une crise d'énergie qui est attendue. Remercions Dieu que nous sommes dans une région où le climat est clément, surtout en hiver, mais il faut penser à ce qui va se passer dans des régions vraiment adjacentes en Europe. Et puis, est-ce que... mais certainement, puisque c'est un impact sur l'industrie, sur le commerce, sur le mouvement des personnes, sur l'emploi. Quelles seront les priorités pour chaque pays, pour chaque région? Ce n'est pas encore clair tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec le problème de l'énergie, la crise de l'énergie. Il y a la crise des graines, de la sécurité alimentaire et déjà notre ministre d'Affaires étrangères a bien expliqué, tout au moins pour l'Afrique, qui est le numéro 1 sur notre, je le dirais, hein, sur le plan développement durable. Parmi 5 personnes, il y a une qui meurt de famine tous les jours. Nous avons une pénurie d'alimentation dans toute l'Afrique et ajouter à cela le changement climatique. Quels sont les principes fondamentaux de l'Égypte en face à ces crises qui changent, qui s'étendent, qui changent de place sur l'agenda international? Donc, vous parlez des principes fondamentaux de l'Égypte vis-à-vis de ces crises. De toute crise. Voilà, de différentes questions qui sont sur la scène internationale, mais aussi en tant que porte-parole de l'Afrique. C'est vrai, puisque vous avez aussi abordé justement cette question du changement climatique. On peut justement rappeler que c'est l'Égypte qui accueille la COP27, cette édition très spéciale de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est en novembre prochain. À Sharm el-Sheikh, ici en Égypte, nous allons revenir justement pour parler de ces points, de ces principes fondamentaux. Mais j'aimerais tout d'abord vous proposer en fait, et vous, chers téléspectateurs, de suivre avec nous un commentaire en fait. Revenons sur la diplomatie, sur cette question. Sur ce sujet de la diplomatie égyptienne qui a réussi depuis 2014, depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, à réaliser un nouveau bond sur les différents niveaux en fait pour renforcer le rôle de l'Égypte sur les plans aussi bien régionaux qu'internationaux. Suivant ce commentaire signé Sali Hamed et Shainaz Ismail. Pendant les 6 dernières années, l'Égypte a tenu à établir des relations bien équilibrées avec tous les pays du monde, raison pour laquelle le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a été soucieux de participer au sommet et aux instances régionales et internationales, sans compter les visites que le chef de l'État a effectuées afin de servir les intérêts de l'Égypte sur les plans politiques et économiques. Quant aux questions régionales au Proche-Orient, l'Égypte a adopté des positions constantes vis-à-vis de la crise syrienne, ainsi qu'aux dossiers libyens, yéménites, irakiens et palestiniens. Pour la cause palestinienne, l'Égypte accordait toujours une priorité particulière à ce dossier, vu qu'elle a vu organiser de concert avec le gouvernement norvégien la conférence du Caire sur la Palestine, sous le thème Reconstruire Gaza en 2014. Cette conférence a débouché sur la collecte d'une somme de 5,4 milliards de dollars à titre d'aide à l'autorité nationale palestinienne. Concernant la crise syrienne, l'Égypte a déployé des efforts assidus
pour stopper l'effusion du sang syrien, raison pour laquelle l'Égypte a parrainé en 2015 la conférence du Caire de l'opposition syrienne, puis elle a organisé une conférence élargie de l'opposition syrienne qui a débouché sur la charte nationale syrienne et une feuille de route. L'Égypte a pris part aux réunions sur le comité constitutionnel qui a visé à créer un environnement sûr et neutre qui permettra à la Syrie de tenir des élections libres et régulières sous la supervision des Nations Unies. L'Égypte héberge toujours les réfugiés syriens et œuvre à leur consentir l'appui et les services nécessaires à l'instar des citoyens égyptiens. Sous la direction du président Al-Sisi, l'Égypte a appelé à tenir une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe, des États arabes, en vue d'examiner les séquelles de l'agression de la Turquie sur le territoire syrien en octobre 2019. S'agissant du dossier libyen, l'Égypte a lancé en 2014 une initiative qui repose sur 3 principales, à savoir le respect de l'unité et de la souveraineté de la Libye sur ses territoires, la non-ingérence dans les affaires internes libyennes, le maintien de l'indépendance politique de la Libye. Dans plusieurs dimensions, africaines, régionales, mais aussi internationales, certainement. Nous allons revenir pour parler de ce point, mais j'aimerais bien continuer sur ce même point dont vous avez évoqué, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Il s'agit de ces principes fondamentaux pour l'Égypte, justement pour faire face à ces crises. Un pays qui représente un pays en développement, mais c'est un pays aussi qui a effectué d'énormes progrès avec une réforme économique, avec beaucoup aussi d'activités sur la scène diplomatique régionale et internationale. Il s'agit de quels principes fondamentaux vous avez voulu justement évoquer? Tout d'abord, en face de ce que nous considérons maintenant une espèce de polarisation sur le plan international des puissances, et au lieu d'avoir ce concept qui a cédé pour une décennie ou deux au moins, de sécurité collective, oui, pour laquelle nous travaillons, pays, nations, instances internationales, pour réaliser cette sécurité collective. Aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de politique d'équilibre de puissance qui crée plus de conflits, plus de confrontations, au lieu de travailler et de coopérer pour assurer un monde, disons, si pas tout à fait en paix, mais au moins une certaine stabilité, un certain calme, une certaine sécurité. Cela, aujourd'hui, nous ne le trouvons pas. L'Égypte croit à l'importance de la stabilité et la sécurité collective entre partenaires sur la scène internationale et régionale. Sur le plan, disons, international, nous sommes presque dans l'ambiance de l'avant-guerre mondiale. L'aspect militaire, politique, confrontation des grandes puissances, mais aussi l'aspect récession économique et ce qui peut en découler de plus de frustration, plus de colère interne, externe, plus de friction, plus aussi de violence. Est-ce que les populations sont vraiment épuisées et pris dans ces tourments, si vous le voulez bien, dans ce monde chamboulé, agité par l'économie, et ils n'arrivent plus à suivre ces changements politiques qui interviennent peut-être indirectement oui, je le crois bien. Est-ce que vous avez bien parlé de ce contexte qui nous rappelle le contexte d'avant-guerre et des puissances, même si les puissances ne sont plus les mêmes, plus ou moins. Oui, mais c'est cette ambiance-là. Oui, c'est ce climat de tension, d'angoisse, de presque une panique. Qu'est-ce qui va se passer demain?
c'est vrai. Quel est l'avenir? C'est une image presque sombre, où rien n'est clair, et qui a besoin, plus que n'importe autre moment, d'une prise de conscience. De savoir que ce n'est pas une question de qui va gagner une guerre, qui va avoir une victoire ou acquérir un gain temporaire, sans penser et puis après. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces populations-là qui vont très bientôt manquer d'énergie, d'alimentation, d'emploi et Dieu sait de quoi encore, de désastres naturels, si ce courant, ces tendances climatiques naturelles et non naturelles, parce elles sont le résultat d'un développement exagéré qui a causé les changements, l'effet de serre et puis les changements climatiques. Le deuxième principe de l'Égypte, c'est la non-intervention dans les affaires internes des autres pays. Et là, je viens à l'Afrique. Nous croyons que nous avons des conflits africains, des problèmes africains qui causent, disons, un épuisement de ressources, d'êtres humains, de sang, mais les problèmes africains doivent être résolus à l'intérieur de chaque pays, de l'Afrique, du continent, à travers les mécanismes qui sont faits pour ça. L'organisation, l'Union africaine, les centres de conflits, de résolution de conflits, les centres de réforme et reconstruction dont l'Égypte est hôte aussi. Après, il y a 2 sommets africains. On a décidé que l'Égypte sera l'hôte de ce centre de reconstruction post-conflit. Le troisième élément, c'est le développement durable et le droit de tous les pays à se partager entre eux les problèmes qu'ils ont. Il n'en a plus l'idée d'un donateur et d'un récipient et de conditionnalité pour le développement. Les dettes, il faut penser, avec le cliché qu'on dit toujours, outside the box. D'accord. Il faut penser à d'autres moyens que de faire des conférences où on fait des obligations, où on prend des initiatives, mais sans jamais les mettre en œuvre ou les mettre en exécution. Il est temps que celui qui a pris une obligation, qui a donné une promesse, qu'il commence à la mettre en œuvre. Très bien, voilà, les grandes puissances qui ont pu, à un certain moment de l'histoire, profiter des richesses et des ressources de ces pays, justement, d'assumer ces responsabilités aujourd'hui pour soutenir ces pays et justement les aider à se soulever. D'où justement la nécessité pour les pays africains de, je ne sais pas comment, c'est pas à recevoir, mais encore une fois, de la responsabilité des grandes puissances, justement, d'investir dans ces pays, voilà, de leur donner, leur fournir justement le savoir-faire, l'expérience, leur soutenir dans cette phase critique justement, et qui pourrait aussi avoir un impact direct sur eux, puisqu'on voit ces courants de migration clandestine, il faut en mettre fin. Les crimes organisés, les crimes à travers les frontières, le commerce, le trafic des êtres humains, le blanchissement des fonds, et puis le terrorisme quand même. Tout cela représente des défis où il faut avoir un esprit de coopération, de partenariat pour faire face à tous ces défis-là. Aujourd'hui,
personne ne demande juste de l'aide et de la charité. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de créer des situations de gagnant-gagnant à travers les investissements, à travers l'effacement des dettes, à travers l'échange des dettes contre des projets verts, durables, économiquement intelligents. Pour la COP27, vous avez très bien mentionné l'importance de cet événement majeur. Nous ne sommes pas cette fois-ci encore pour faire les beaux discours. Ce n'est pas le but de l'Égypte. Le but de l'Égypte, en prenant cette conférence, en assumant la responsabilité de tenir cette méga conférence à Sharm el-Sheikh il y a quelques semaines, dans quelques semaines, c'est de trouver ensemble le moyen de la mise en œuvre pour la promesse des 100 milliards de dollars par an qui ont été promis pour faire face aux effets des changements climatiques économiquement et sur le plan de santé humaine, sur le plan de la science, sur le plan de l'économie. Nous avons de grandes initiatives égyptiennes. L'une d'elles, et je crois que c'est une initiative très importante, c'est l'initiative des projets verts, durables et économiquement intelligents. Très bien. Ça sera certainement aussi l'occasion de rappeler les puissances de leurs responsabilités vis-à-vis de l'Afrique, encore une fois, leur permettre de se développer. Parce que c'est le moment pour l'Afrique de se développer aujourd'hui. Voilà, si certains pays ont fait leur développement au cours des dernières années, leur progrès, c'est le moment pour l'Afrique, il faut la soutenir. Je vais revenir justement à ces initiatives concernant le projet. Il y a ce projet ou cette stratégie de l'Égypte pour un développement durable, c'est la stratégie 2030 certainement. Oui. L'Afrique en fait partie. On voit les différentes initiatives, plusieurs initiatives des villes vertes. La mise en place d'énergie renouvelable, certainement, nous pouvons justement essayer de revenir pour en parler, mais certainement, c'est l'occasion de parler de cette dimension africaine qui constitue l'un des piliers de l'action diplomatique égyptienne, vu que l'Égypte s'était toujours en fait engagée aux questions relatives au continent, justement notre continent noir, et portant de ce fait, l'Égypte était toujours soucieuse de développer ses relations bilatérales, mais aussi dans un contexte régional avec les différents États de l'Afrique. Suivons ensemble ce commentaire. Croyant fermement que l'avenir de son développement est relié aux efforts du développement dans le continent africain et cherchant à mettre en exécution l'initiative du NEPAD en tant que programme intégré pour réaliser le développement économique et social global en Afrique, l'Égypte adopte une politique africaine efficace basée sur la mouvance active au niveau bilatéral, régional et continental. À propos des relations égypto-africaines, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu depuis son accession au pouvoir à jouer un rôle efficace en termes de la promotion de la coopération entre l'Égypte et ses frères africaines dans tous les domaines. Cela s'est traduit par les visites mutuelles entre les responsables égyptiens et africains, lesquelles ont débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux afin d'étayer la coopération économique. Au sujet de relations de l'Égypte avec ses partenaires en Asie, ces liens ont connu un élan considérable, vu que le président el-Sisi s'est rendu à des États asiatiques qui n'ont jamais été visités par un président égyptien. Citons à titre d'exemple les visites officielles effectuées à Singapour, en Indonésie, au Kazakhstan, en Corée du Sud et encore au Vietnam. Ces périples ont tous pour objectif de tirer profit
Des expériences de ces pays dans les domaines de développement, de l'enseignement, de l'industrie, pour développer l'économie égyptienne et stimuler davantage d'investissements. Par ailleurs, les liens entre l'Égypte et les pays européens ont connu une impulsion particulière, notamment avec l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, la Russie, le Portugal, la Grèce, Chypre et enfin avec le groupe de Visegrad, réunissant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. D'autre part, les relations égypto-américaines ont témoigné d'un bond important, notamment en termes du combat du terrorisme international et des organisations terroristes, vu que l'Égypte dispose d'une vision globale pour remédier à ce fléau. Et voilà, la diplomatie égyptienne poursuit ses efforts afin que l'Égypte reprenne son essor et pour protéger ses intérêts. Justement, on parle encore une fois de l'action diplomatique égyptienne sur les différents niveaux, en fait, au plan. Cette fois-ci, si on a parlé un petit peu de l'Afrique, c'est le moment peut-être de parler au niveau régional arabe, si vous le voulez bien. Il y a le dossier israélo-palestinien, certainement. L'Égypte a toujours soutenu la question palestinienne. Il y a aussi la Syrie, la Libye, le Yémen, beaucoup de dossiers, justement, et beaucoup de coopération aussi et de soutien pour l'Irak, avec l'Irak, pour l'Irak. Il y a eu cette entente entre la Jordanie et l'Irak et l'Égypte il y a quelques jours. C'est le chef de la diplomatie qui a eu un entretien tripartite lors de son déplacement à New York. Justement, pour terminer, quel regard vous portez sur la diplomatie égyptienne à ce niveau? Je pense que vous ne pouvez pas créer un climat propice à un progrès économique, à une prospérité des pays, sans avoir le minimum de sécurité et de stabilité politique militaire. C'est ce que le rappelle le chef de l'État, le président Justement. À chaque occasion, en fait. Il le rappelle. Il y a, durant le mois de septembre, nous avons vu plusieurs rencontres entre le chef d'État égyptien et ses homologues du monde arabe. Il y a eu une rencontre égypto-émirate, égypto-qatarienne. Il y avait cette rencontre à Alamine avec la Jordanie, les Émirats, l'Irak. Il y a eu récemment la rencontre avec le président palestinien. Et pour rappeler là, hier même, l'Égypte a de nouveau dénoncé très fortement l'action unilatérale israélienne à Jérusalem. L'Égypte a fait un effort formidable il y a quelques semaines pour rapporter un peu de calme à la bande de Gaza après les assauts israéliens sur la population là-bas. L'Égypte continue à essayer de trouver une solution juste et durable. C'est une initiative aussi qui a été saluée par les États-Unis. Justement. Je vous remercie infiniment. Malheureusement, le temps presse. C'est pas seulement la fin de cette édition de Direct, mais de nos émissions en française pour ce soir. Madame l'ambassadrice. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. C'est toujours un grand plaisir infiniment. de vous avoir. Merci. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, et à la prochaine. Au revoir.